L'idée maintenant, c'est de pouvoir commenter ensemble les résultats, si ça vous va, Romina. Alors, on a travaillé du coup dans cette étude autour des 8 enjeux de la transition durable que vous connaissez. Et donc, avec nos partenaires, en fait, on a réussi à avoir, et on est très content, 52 grands groupes du coup qui ont répondu à cette enquête. Donc 18% ont moins de 1000 salariés, 18% ont entre 1000 et 5000 salariés et 75% ont plus de 5000 salariés. Donc on voit quand même plutôt une logique grand groupe. C'était effectivement ce qu'on allait chercher. Alors les premiers enseignements, donc c'est la partie direction et management. Le score est de 71% de maturité. Donc on le voit, le sujet durable est clairement à l'agenda des directions d'entreprise. Le plus, c'est effectivement 76% des directions qui considèrent effectivement et qui pilotent de manière concrète ces enjeux. 82% qui prennent en compte les ODD. Ce qu'il faut améliorer, c'est effectivement que uniquement 50% pensent pleinement avoir établi des sources de recrutement pour plus de diversité et compagnie et avoir effectivement des entreprises encore plus ouvertes. Et 80% voilà, ont un programme de sensibilisation. Et donc, le pendant de ça, c'est qu'il y a 20% des grands groupes qui n'ont pas encore un programme de formation et de sensibilisation aux dirigeants. Je ne sais pas si vous voulez réagir à ces chiffres. Romina ? Oui, je vais réagir rapidement. Alors, évidemment, ce sont des chiffres, je dirais, très encourageants, mais en effet, le tout dernier vous citez montre bien qu'il y a des efforts encore à faire. Il faut peut-être rappeler que c'est très bien de voir qu'autant de groupes ont répondu à cette enquête. Il faut quand même se dire qu'évidemment, c'est pas un échantillon complètement aléatoire, donc c'est les meilleurs qui ont répondu. Donc, on va regarder ces résultats. Je pense qu'il faut un peu nuancer en se disant, si on allait voir un groupe un petit peu plus représentatif, on trouverait aussi des entreprises qui malheureusement n'en sont pas là aujourd'hui. Mais bien sûr, quand on voit les grands groupes pouvoir répondre avec autant de présence, je pense que cette question, et c'est eux qui sont les leaders du marché, c'est évidemment très important parce que ça veut dire que l'industrie va évidemment s'organiser autour d'un nouveau modèle d'affaires. Donc, bon, voilà. Donc, je trouve que c'est plutôt bien, encore des choses à faire. Et puis, sans doute, c'est deux choses à faire parvenir aux autres entreprises qui ne sont pas là aujourd'hui. Fabrice ? Bon, là aussi, je trouve que c'est encourageant, mais il y a un gros mais, c'est que je pense que la prise de conscience, elle est généralisée, c'est indéniable. Aujourd'hui, il faudra quand même être sourd et aveugle pour pas voir que le climat se réchauffe et que les catastrophes climatiques s'enchaînent, etc. Mais je pense qu'il n'y a pas encore une prise de conscience sur la gravité de la situation et sur les ordres de grandeur concrets. Les gens confondent 1 et 1000 et pensent qu'on va pouvoir améliorer légèrement les modèles économiques et ça fera la rue Michel et on va s'en sortir. Et en fait, quand on regarde bien de près ce qu'il convient de faire pour sauver le climat d'ici les années à venir, c'est une vraie rupture. Et ça, je pense que peu de managers aujourd'hui ont conscience de la profondeur et de l'importance de la rupture qu'il va falloir opérer. Parce que c'est une chose de savoir, c'est autre chose de comprendre. Bien sûr. Alors, le deuxième chiffre, justement, et c'est ça qui est intéressant, c'est que là, pour le coup, on n'est plus dans la vision de la direction, on est dans l'opérationnel. Et on voit que le score de maturité sur le sourcing et les achats de production est beaucoup plus faible en termes de maturité. On n'est qu'à 55%, donc à comparer avec la vision des dirigeants qui l'ont. Donc, on voit qu'en termes d'action, donc 79% ont mis en place des processus d'achat, 27% seulement intègrent des critères de durabilité, plus de 50% le processus d'achat. Et là, malheureusement, 76% ne sont pas en mesure de tracer l'impact de leur approvisionnement. Un commentaire ? Tout est dit là. C'est la métaphore de l'œuf au bacon. Dans l'œuf au bacon, la poule s'engage et le cochon s'implique. Donc là, oui, il y a beaucoup d'engagement, il y a beaucoup de déclarations de la part de beaucoup de dirigeants, mais aussi au niveau des États. Mais après, derrière, la logistique ne suit pas. Parce que là, il s'agit bien de logistique. Il s'agit bien d'intégrer dans la vraie vie les engagements qui sont pris, et on voit que les engagements sont très très partiellement pris, parce que même dans ceux qui tracent, comme c'est indiqué dans ce slide, l'impact de leur environnement, tracer c'est très bien, mais quand on fait un régime, se peser ne sert pas à maigrir. Donc ça suffit pas de tracer, encore faut-il
faut-il ensuite prendre des mesures concrètes pour changer l'approvisionnement des matières premières et changer les modèles économiques. Donc on voit bien qu'au-delà des engagements, on est encore dans une période de flottement quant au passage à l'acte. Et en fait, ce qui est important aujourd'hui, la vraie crédibilité des entreprises, ça ne sera pas dans leurs engagements pris par les dirigeants, ça sera dans le passage à l'acte. Bien sûr. Alors, on n'aura pas le temps de rentrer dans le détail de chacune des questions. Vous retrouverez de toute façon l'étude complète dans quelques jours, qu'on aura l'occasion de présenter aussi à la secrétaire d'État. Et puis, le numéro 3, donc tout ce qui est lié à la production et aux énergies, 76% considèrent pouvoir faire plus avec moins, donc c'est très bien. 77% stratégie de réduction des déchets, effectivement, et la gestion de la surproduction. Ce qui est en cours d'amélioration, 57% n'ont pas mis en place les 5 R, donc effectivement, refuser, réduire, réutiliser, réparer et puis recycler. Et 64% effectivement considèrent que mettre en place une étude de production circulaire est en cours. Et le problème, c'est que 12% voilà, ont une démarche d'éco-conception généralisée. Donc ça, c'est très peu. Et puis il y a un autre problème à ça, c'est l'effet rebond. C'est que, on n'en parle pas là, mais quand vous améliorez un process quel qu'il soit, bon bah c'est bien, vous diminuez la quantité de matières premières, vous améliorez la performance énergétique, donc ça fait souvent baisser le prix d'ailleurs, et donc quand ça fait baisser le prix, ça donne une assiette plus importante pour que ceux qui n'achetaient pas le produit puissent l'acheter parce que c'est moins cher. Donc ce qu'on perd en intensité, on le perd en volume. Bien sûr. Ce qu'on gagne en intensité, on le perd en volume. Donc en fait, ça suffira pas de faire mieux avec moins. Il va falloir aussi qu'on capte nos consommations d'énergie, qu'on capte nos consommations de matières premières et qu'on se dise, voilà, c'est un maximum que l'on ne peut plus dépasser quoi qu'il arrive. Même si on veut plus de clients, il faut qu'on arrive à accepter de ne pas dépasser certaines limites. Et ça rejoint l'objet du livre, les limites planétaires. Donc, faire mieux ne suffira pas. Il faut aussi se discipliner, travailler avec ses clients pour une utilisation beaucoup plus frugale en fait des produits et des services et aller vers une économie de l'usage qui est beaucoup moins intensive en matières premières que l'économie de la possession. Romina, un commentaire ? Un commentaire plus général sur le fait qu'en effet, le passage à l'acte est compliqué parce qu'il nous manque encore aujourd'hui un petit peu les normes, les référentiels un peu sous-jacents. Donc, ça a été dit, les mesures qui existent aujourd'hui, donc déjà au niveau de l'entreprise, ne font pas suffisamment le boulot parce que ça arrête souvent à des choses un petit peu plus superficielles, donc peut-être à la vision, peut-être aux bonnes intentions, mais pas forcément au comment, aux outils de la question. Et donc, quand on voit, en fait, on discute avec les managers, c'est ce qu'on fait avec Business for Inclusive Growth. En fait, je pense qu'il y a une vraie démarche, une curiosité, une envie, mais les gens sont un peu perdus. Et donc là, par exemple, quand on parle de ces pratiques, est-ce que c'est des pratiques qui sont normées? L'Europe et bien sûr d'autres, enfin, ces moments réfléchissent sur cette question de la réglementation, etc. Ça pourrait être bon dans le sens que ça pourrait déjà, en effet, indiquer quel est le cible à atteindre, parce que les cibles donc planétaires, ou en tout cas les cibles, disons, un petit peu plus climatiques, systémiques, etc., n'ont pas été non plus ventilées forcément au niveau de l'entreprise, de tout manager. Donc, je pense qu'il y a encore un espace à remplir sous la question de comment on y arrive et déjà là où on arrive. Alors du coup, là on arrive à un sujet où on a vraiment rencontré une difficulté et vous voyez malheureusement, alors la couleur rouge on l'avait prédéterminée et donc c'est un hasard, mais on n'est qu'à 32% en gros de maturité sur tout ce qui est logistique et transport. C'est vrai qu'on avait vu une vraie attention et un vrai engagement sur le forum qu'on a fait sur les mobilités et la logistique durable il y a un mois, mais on le voit ici, 20% utilisent des solutions d'AI pour optimiser la chaîne de logistique, donc c'est encore trop peu, alors qu'on sait que les gains sont immédiats. 80% utilisent des outils de collecte de l'impact carbone, et en amélioration, 45% estiment avoir une bonne voie pour connaître l'empreinte carbone de la chaîne de production. Et là où il faut améliorer, donc 35% ne sont pas en mesure de mesurer la part de transport durable dans leur chaîne logistique. 56% intègrent moins de 30% de transport durable. Donc on le voit, on est encore dans une boîte noire en grande partie sur les enjeux logistiques et transports, alors que c'est des leviers immédiats avec, pour tous ces grands groupes qui ont répondu, effectivement, un impact très fort avec beaucoup de logistique. Romina ?
Oui, je pense que ça s'est vu un petit peu pendant la pandémie, parce qu'en effet, on a du coup beaucoup dématérialisé. Enfin, en tout cas, les achats se sont faits beaucoup en ligne, etc. Donc, on a continué en revanche à pouvoir approvisionner les ménages de cette façon-là, et on sait que ça a eu des impacts assez négatifs. En tout cas, parce que en effet, je pense que la façon dont c'est fait, vraiment l'organisation de la logistique de transport ne tient pas en compte l'empreinte de l'environnement. Donc, en effet, c'est intéressant. Et ce qui me semble, c'est que c'est pas aujourd'hui, on parle beaucoup de production et d'émissions, etc., mais on n'y pense pas d'un point de vue de la logistique et le transport. Donc je trouve que l'enquête révèle vraiment un point à creuser par la suite. Alors, du coup, on passe maintenant au 5e niveau, donc tout ce qui est à la communication et le marketing. Donc, 76% ont développé une gamme de produits et de services responsables. Donc là, ça avance pas mal. Ce qui est en cours d'amélioration, c'est effectivement la capacité à améliorer le packaging éco-conçu. Donc, dans beaucoup d'industries, c'est un vrai sujet, cosmétique et alimentaire. Le problème, c'est que 40% des équipes de communication ne collaborent pas étroitement avec les équipes RSE. Et donc là, il y a vraiment des ponts, on le voit dans cette enquête, entre les équipes communication marketing et les équipes RSE. Ça, c'est pas très grave, de vous à moi. Parce que je préfère que les équipes RSE collaborent avec la production, avec la direction générale. Bon, après, raconter l'histoire que tout va bien, c'est mieux. Ça valorise l'image d'entreprise, etc. Mais pour sortir du greenwashing, il faut surtout avoir des preuves tangibles. C'est sûr. Et les preuves tangibles, on les a dans la façon dont on conçoit les produits. Alors après, le storytelling de la transition de l'entreprise, c'est vrai qu'il faut la soigner aussi pour améliorer l'attractivité de l'entreprise, mais c'est pas ça le plus important. Très bien. On passe du coup au 6e point, donc le modèle de vente et les relations clients, le modèle d'affaires, les enjeux circulaires. Alors là, on le voit, une maturité à 60% déjà. 78% intègrent des retours clients dans le process d'amélioration, donc ça c'est intéressant. 72% ont des produits qui sont conçus pour s'adapter à l'économie circulaire. Améliorer, 60% des services après-vente intègrent la réparation. Donc des chiffres plutôt intéressants. Et le problème, 25% des entreprises n'utilisent aucun outil pour améliorer leur processus de vente et d'après-vente. Un commentaire ? Je suis étonné du 60% des services après-vente qui intègrent la réparation. Parmi les répondants. Ah, parmi les répondants, qui sont des grands groupes qui ont osé répondre au questionnaire et qui, effectivement, on a eu des réponses de grands groupes qui étaient trop en retard pour se permettre de participer à l'enquête. On espère d'ailleurs un message direct aux gens qui nous suivent ce matin. On espère les avoir l'année prochaine à bord du Maturity Survey. On sera 3 juges dans un an de voir l'évolution de cette enquête. Alors, le 7e point, effectivement, c'est les mesures et les labels. Alors là, il y a effectivement une pléthore de mesures qui se développent. Donc 2% seulement n'ont engagé aucune mesure de labelling. Donc c'est bien, ça prouve qu'il y a vraiment une logique derrière d'avancer. Une maturité qui reste à 47%. 75% mesurent effectivement les risques sociaux. Et le chiffre qu'il faut retenir, 57% n'ont pas de reporting RSE. Donc là, il y a pas mal de boulot. Le dernier point, c'est sur les parties prenantes. Et donc on le voit, 55% des sondés intègrent des critères RSE dans le référentiel d'évaluation des parties prenantes. Il y a encore pas mal de travail à faire sur la mise en place de ces parties prenantes, sur leur pilotage et sur la capacité à les piloter à l'année. Alors, pour conclure, en fait, vous avez ici la maturité sur chacune des 8 grandes étapes de la transition durable. Donc on le voit, un retard certain sur les sujets logistiques, sur les sujets de label, même si c'est en cours. Et le score qu'on retiendra cette année, c'est 55. C'est l'idée de pouvoir travailler sur une évolution de ce chiffre chaque année. Un commentaire ? Moi, je pense que c'est déjà très optimiste. Voilà. Donc, parce qu'en plus, les répondants sont certainement pas parmi les plus mauvais de la classe. Donc, on peut diviser par 2, même par 3 ce chiffre pour avoir la big picture des entreprises en général. Donc, on part de très très loin. Et ça montre bien qu'il faut s'y mettre maintenant, parce que en fait la seule bonne nouvelle c'est que les solutions existent. La mauvaise nouvelle c'est le temps qui nous reste pour les mettre en place.
Alors, ce qu'on a fait pour conclure, et on va essayer de prendre le temps de commenter ce quadrant, on a du coup 28% des sondés qui sont à la fois, qui ont une bonne vision, c'est donc la ligne d'horizon à droite, et qui sont assez engagés dans l'action. Donc c'est ce que vous aurez du coup en hauteur. Donc 28% des sondés. Alors on a un ventre mou, une brioche au milieu, 47% sont au milieu des sujets, et puis 25% qui débutent, comme vous le voyez. Mais ce qu'on voit quand même, c'est que la courbe est quand même très portée sur la droite et pas assez sur la hauteur. Donc on a beaucoup de gens qui ont la vision, mais qui n'ont pas encore d'action. Il nous reste 1 minute, un commentaire en conclusion. Est-ce que ça correspond à ce que vous pensiez ? Oui, complètement. Oui, absolument. Et si je peux faire un petit commentaire, c'est bon, ça évidemment, on a sondé les entreprises, mais les acteurs publics sont peut-être également au même endroit. C'est-à-dire que c'est vraiment quelque chose qui se fait en ce moment, d'essayer d'accélérer l'action par rapport à la vision. Déjà, la vision évidemment est fondamentale. Je pense que la gravité de la situation, c'est quelque chose qu'on a pu cerner depuis très peu. En tout cas, moi, je le vois à l'échelle internationale. C'est super qu'on a la COP 26, mais les ODD n'ont pas suffi, je pense, pour vouloir aller plus loin. Et donc maintenant, ça y est, on y arrive, mais comme Fabrice le disait, le temps est limité, donc on a plus tellement de temps à perdre. Mais c'est une étude très intéressante. Je serais ravie de voir l'année prochaine, parce que comme vous le disiez, c'est vraiment l'évolution qui compte. Merci beaucoup, Fabrice. Ouais, alors, pour modifier un peu une citation célèbre, c'est ce que tu fais parle plus fort que ce que tu dis. Voilà. Donc maintenant, on a besoin de preuves d'amour, on a besoin de preuves tangibles de l'action et pas simplement des engagements désincarnés. Et je suis assez d'accord avec ma voisine sur le fait que maintenant, il faut arrêter de parler, il faut faire, quoi. Merci beaucoup, Romina. Merci beaucoup, Fabrice. Merci. À très bientôt.